Imagine que tu marches à travers une forêt anglaise où depuis des millénaires, aucun animal sauvage de cette espèce n'a vécu. Tout semble silencieux, dense, presque étouffé sous sa propre canopée. Et puis, soudain, quelque chose de colossal traverse le sous-bois. Pas avec précaution, pas lentement, mais avec une force brute, comme si le passé lui-même revenait à la vie. En juillet 2022, 4 bisons d'Europe ont été relâchés dans une forêt près de Canterbury. C'étaient les premiers bisons vivant à l'état sauvage en Grande-Bretagne depuis 6000 ans. Ce qui s'est passé ensuite ne ressemblait pas à un simple projet de conservation. Cela ressemblait à la reprise d'une histoire interrompue depuis bien trop longtemps. Si des histoires comme celle-ci, sur le retour d'animaux disparus, sur la nature sauvage et sur la façon dont les paysages se transforment, te fascinent, alors reste bien jusqu'au bout et soutiens la vidéo, car ce que ces animaux ont accompli en quelques semaines a éclipsé des années de travail humain. Un mâle n'est arrivé que quelques mois plus tard, mais les 3 femelles n'ont pas attendu une seule seconde. À peine entrée dans la forêt, la femelle dominante s'est précipitée dans un fourré dense de rhododendrons et l'a arraché du sol avec sa tête. Ensuite, elle s'est dirigée vers un saule proche et a commencé à en détacher de longues bandes verticales d'écorce. Des blessures profondes sont restées visibles, laissant apparaître le bois clair en dessous, comme si quelqu'un avait ouvert l'arbre avec un couteau. Juste à côté, les femelles plus jeunes se sont laissées tomber au sol et se sont roulées avec force dans la terre. Avec leurs épaules, leurs sabots et tout leur poids, elles ont creusé des dépressions peu profondes, mettant à nu un sol qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des décennies. Personne ne leur avait appris à faire cela. Personne ne leur donnait d'instructions. Et pourtant, elles ont transformé la forêt presque immédiatement. En quelques semaines, elles ont piétiné les ronces et ouvert des passages à travers des zones si denses que la lumière n'y atteignait presque jamais le sol. Pour la première fois depuis longtemps, le soleil a de nouveau éclairé le sous-bois. Dans leurs excréments, des larves de scarabées coprophages sont apparues étonnamment vite. Si vite qu'un garde forestier s'est demandé comment ces insectes avaient pu savoir que les bisons étaient là. Celui-là. Quelques jours plus tard, des champignons ont commencé à pousser sur le fumier. La forêt réagissait à un animal qu'elle n'avait pas connu depuis l'âge de pierre, presque comme si elle avait attendu ce moment précis. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si extraordinaire. En quelques semaines seulement, les bisons ont accompli plus que les humains en de nombreuses années, avec des tronçonneuses, des machines et des plans de gestion complexes. Il s'agit d'un animal qui avait été totalement exterminé à l'état sauvage, dont il ne restait à la fin que 12 lignées fondatrices dans des zoos, et dont le retour dans une forêt anglaise remet aujourd'hui en question toute une philosophie de conservation. Pourquoi 4 bisons sont-ils si importants pour une forêt de 560 hectares dans le Kent ? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce qui ne va pas dans cette forêt. Et le problème n'est pas celui auquel la plupart des gens s'attendraient. Quand tu te promènes dans une vieille forêt britannique, tout semble sain au premier regard. Les arbres sont hauts, la canopée est dense et le sol est couvert de feuilles. Mais cette impression est trompeuse. Le terme « vieille forêt » évoque quelque chose d'originel, de précieux, d'intact. En réalité, il cache souvent un système en train de s'effondrer lentement. Des décennies d'exploitation intensive, suivies de longues périodes d'abandon, ont conduit à une fermeture progressive de la canopée. Presque aucune lumière n'atteint le sol. Les plantes qui poussaient autrefois en plusieurs strates, fleurs, arbustes, graminées, ont disparu. Avec elles disparaissent aussi les insectes spécialisés. Et sans ces insectes, les oiseaux et les chauves-souris perdent à leur tour leur nourriture et leur habitat. Il ne reste qu'une sorte d'enveloppe verte, impressionnante de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. La forêt de West Blean et Thorndon Woods, près de Canterbury, en est un exemple parfait. Avec ses 560 hectares, elle fait partie des plus grandes forêts anciennes du sud de l'Angleterre. De l'extérieur, elle semble majestueuse, mais à l'intérieur, il manque de la dynamique, de la diversité, de la vie. L'organisation Kent Wildlife Trust y a appliqué pendant des années des méthodes classiques, couper, éclaircir, enlever la végétation. Mais les résultats étaient limités et surtout temporaires. Avant que l'organisation ne prenne en charge la zone, environ la moitié de la forêt avait été plantée de conifères non indigènes pour la production de bois. L'autre moitié était devenue dense, impénétrable et écologiquement stagnante. Et pourtant, une première étude réalisée avant l'arrivée des bisons a révélé quelque chose de surprenant. Sous cette apparente pauvreté se cachait encore une incroyable diversité. On y a découvert 178 espèces d'araignées, dont une extrêmement rare qui n'avait pas été observée au Royaume-Uni depuis 2004. On y a aussi trouvé un coléoptère rare des champignons, absent depuis 1988. Des rossignols étaient présents, ainsi que le pic et pêchette. La vie n'avait donc pas disparu. Elle survivait dans de petites niches isolées. Mais la structure même de la forêt, celle qui devrait soutenir cette vie sur le long terme, était en train de s'effondrer.
Les méthodes traditionnelles de conservation fonctionnent à court terme. Quand on dégage une zone, la lumière revient et les plantes repoussent. Quand on enlève les broussailles, certaines espèces reviennent. Mais dès que ces interventions cessent, la canopée se referme. La forêt retourne à son état initial. Ce cycle est coûteux, chronophage et difficile à maintenir sur de grandes surfaces. Aucun budget ne permet de gérer continuellement des centaines d'hectares de cette manière. Ce qui manquait à cette forêt, c'était quelque chose qui travaille en permanence, sans pause, sans salaire, sans réunion de planification. Et c'est là que les bisons entrent en scène. Le bison d'Europe est le plus grand mammifère terrestre du continent. Un mâle adulte peut peser près de 900 kg. Contrairement au bison américain qui préfère les prairies ouvertes, le bison européen est adapté aux forêts. Ses ancêtres ont façonné les paysages forestiers d'Europe pendant des centaines de milliers d'années. Quand ces animaux ont disparu, ils ont laissé un vide qu'aucune autre espèce n'a pu combler entièrement. Leur histoire est presque incroyable. Pendant des siècles, les bisons ont été progressivement repoussés par la chasse et la perte de leur habitat. Durant la Première Guerre mondiale, des soldats allemands ont abattu des centaines d'animaux dans la forêt de Białowieża, non seulement par nécessité, mais aussi par simple divertissement. En 1919, le dernier bison sauvage de Pologne avait disparu. Et en 1927, dans les montagnes du Caucase, le dernier individu vivant en liberté fut abattu par un braconnier. L'espèce était alors totalement éteinte à l'état sauvage. Et pourtant, elle n'était pas entièrement perdue. Au total, 54 animaux avaient survécu dans des zoos à travers l'Europe. Et chacun d'eux pouvait être retracé jusqu'à seulement 12 individus fondateurs. 12. Toute une espèce reposait sur cette base génétique minuscule. Les naturalistes ont alors lancé l'un des programmes d'élevage les plus rigoureux de l'histoire. Chaque animal a été enregistré, chaque lignée soigneusement documentée. Depuis 1932, chaque bison vivant est inscrit dans un registre généalogique officiel. En 1952, les premiers bisons nés en captivité ont été réintroduits dans la nature, à nouveau dans la forêt de Białowieża. Dans les décennies suivantes, des projets similaires ont vu le jour dans plusieurs pays, notamment en Pologne, en Roumanie, en Allemagne et aux Pays-Bas. À partir de seulement 12 individus, une population stable s'est lentement reconstituée. Aujourd'hui, environ 7000 bisons vivent à nouveau en liberté en Europe. Un retour depuis le bord de l'extinction totale qui a pris presque un siècle. En Grande-Bretagne, cependant, ces animaux avaient été absents pendant environ 6000 ans. Aucun écosystème moderne du pays n'avait d'expérience avec eux, jusqu'à ce moment, en juillet 2022. Le projet appelé Wilder Blean, une collaboration entre le Kent Wildlife Trust et le Wildwood Trust, a introduit les premiers animaux dans une zone clôturée de la forêt. 3 femelles sont arrivées en premier, une plus âgée venant d'Écosse et 2 plus jeunes venant d'Irlande. Le mâle n'est arrivé qu'en décembre, retardé par des règles d'importation complexes après le Brexit. Sa lignée remonte directement aux 12 animaux fondateurs. Il est essentiel de comprendre une chose. Les bisons n'ont pas été amenés dans le Kent parce qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Ils ont été amenés parce que la forêt avait besoin d'aide. Les animaux ne sont pas les bénéficiaires du projet, ils en sont l'outil. Il n'y a pas de nourrissage supplémentaire, pas de contrôle précis de leur comportement. En dehors de soins vétérinaires de base, ils vivent de manière entièrement naturelle. Et c'est précisément cela qui permet à la forêt de changer. Ce qui rend le bison d'Europe si particulier, ce n'est pas seulement sa taille, mais la combinaison de 4 comportements clés qui agissent simultanément et produisent chacun des effets écologiques différents. Le premier est l'écorçage des arbres. Les bisons arrachent de longues bandes d'écorce sur des arbres vivants. Souvent, l'arbre est endommagé sur tout son pourtour et finit par mourir. Un arbre mort debout, ce qu'on appelle un snag, est extrêmement précieux pour un écosystème. Plus de 2000 espèces de coléoptères, d'oiseaux, de chauves-souris et de champignons dépendent sans du bois mort à différents stades de décomposition. Normalement, il faut des décennies pour qu'un tel arbre apparaisse. Un bison peut déclencher ce processus en une seule saison. Le deuxième comportement est le renversement d'arbres. Avec leur masse impressionnante, les bisons poussent simplement les jeunes arbres jusqu'à les faire tomber. Cela crée du bois mort au sol et ouvre des brèches dans la canopée. La lumière du soleil atteint alors le sol, et en une seule saison de croissance, de nouvelles plantes commencent à apparaître. Ces ouvertures créent de l'espace et de nouvelles opportunités pour de nombreuses espèces. Le troisième comportement est le roulage dans la terre. Les animaux se couchent et se roulent, creusant des dépressions peu profondes. Ces zones de sol nu sont extrêmement importantes dans une forêt dense. Certaines plantes et certains insectes ne peuvent exister que sur de la terre exposée. Chaque dépression devient un petit point chaud de biodiversité. Le quatrième comportement est leur alimentation sélective.
Les bisons ne mangent pas tout de manière uniforme. Ils préfèrent certaines plantes et en laissent d'autres intactes. Cela crée une mosaïque de végétation variée au lieu d'un tapis uniforme. Cette diversité au niveau du sol influence toutes les couches de la forêt, des insectes jusqu'aux oiseaux. La combinaison de ces 4 processus, opérant en continu sur de grandes surfaces, produit quelque chose qu'aucun programme humain n'a jamais réussi à reproduire complètement. Ce n'est ni planifiable, ni achetable, ni limité dans le temps. Cela n'existe que grâce à un animal façonné par l'évolution pour ce rôle précis. Et les résultats sont apparus plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Peu après leur arrivée, les bisons ont commencé à arracher les rhododendrons, un comportement que personne n'avait anticipé. Des corridors ouverts se sont formés dans la forêt, et la lumière a de nouveau atteint le sol. En quelques semaines, des larves de scarabées sont apparues dans leurs excréments. Les arbres écorcés ont commencé à se transformer en bois mort précieux. Un programme de suivi scientifique, prévu jusqu'en 2050, a déjà montré des changements mesurables dès la première année. Le nombre d'orvées est passé de 36 en 2021 à 58 en 2023. Les observations de couleuvres à collier ont été multipliées par 4. Des plantes jamais observées auparavant dans ces zones ont commencé à coloniser les surfaces ouvertes et perturbées. Et pendant que la forêt changeait, le troupeau lui-même grandissait. Dès septembre 2022, seulement 2 mois après l'arrivée des premiers animaux, la femelle dominante a donné naissance à un veau. C'était le premier veau de bison né dans une forêt britannique depuis plusieurs milliers d'années. Fin 2023, un deuxième veau est né. Le premier entièrement conçu est né dans cette forêt. À l'été 2024, un troisième est venu s'ajouter. Des 4 animaux initiaux, une petite arde en développement était en train de se former. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité. Et le débat ne concerne pas seulement les bisons eux-mêmes, mais ceux qui le représentent. Le Royaume-Uni n'est pas un pays de nature sauvage intacte. Chaque mètre carré est utilisé, géré ou proche d'activités humaines. Les bisons ne transforment pas la forêt en un paysage propre et ordonné. Ils la rendent irrégulière, apparemment chaotique, avec des arbres renversés, de l'écorce arrachée, un sol retourné et des clairières ouvertes là où il y avait autrefois une canopée fermée. Cela va à l'encontre d'une idée profondément ancrée, que la nature, si elle est bien gérée, doit paraître propre et ordonnée. À cela s'ajoutent des questions très concrètes. En raison des lois concernant les animaux dangereux, les bisons ne peuvent pas interagir librement avec les humains. Comme de nombreux sentiers traversent la forêt, des passerelles spéciales ont dû être construites pour permettre aux animaux de passer en dessous pendant que les visiteurs marchent au-dessus. Étendre ce type de projet au-delà de zones clôturées soulève des questions complexes. À qui appartient la terre ? Qui est responsable en cas d'incident ? Et dans quelle mesure est-il sûr de vivre à proximité d'un animal pouvant peser près d'une tonne ? De l'autre côté, l'argument écologique est clair. Les coûts de la gestion forestière traditionnelle ne cessent d'augmenter, tandis que ces résultats restent souvent limités. Les bisons, eux, produisent des résultats continus, durables. Aucun autre outil ne peut rivaliser avec leur efficacité. Et ils accomplissent tout cela sans instruction, sans salaire et sans plan de gestion révisé tous les quelques années. Il n'existe pas de réponse simple à ce débat. Les deux positions ont des arguments valables. Le projet continue, et la discussion aussi. Pendant ce temps, la forêt change, lentement, silencieusement. Pendant ce temps, la forêt change, lentement, silencieusement. Le retour du bison d'Europe, depuis seulement 12 animaux en captivité jusqu'à plusieurs milliers vivants à nouveau en liberté, compte parmi les plus grands succès de la conservation au XXe siècle. Presque 100 ans ont été nécessaires. Et en juillet 2022, cette histoire a finalement atteint une forêt près de Canterbury. Les arbres que les bisons écorcent ou renversent aujourd'hui deviendront, dans les décennies à venir, du bois mort, un habitat pour des espèces qui n'avaient plus été présentes ici depuis des générations. Les veaux qui naissent maintenant grandissent dans ce paysage transformé. Ils apprennent où trouver de la nourriture, où se rouler dans la terre, où l'eau s'accumule après la pluie. Ils façonneront la forêt, comme leurs ancêtres l'ont fait pendant des centaines de milliers d'années, bien avant que l'homme ne les enchasse. Le suivi scientifique se poursuivra jusqu'en 2050. D'ici là, les plus vieux bisons nés dans ce projet auront presque 30 ans, et la forêt autour d'eux sera méconnaissable, peut-être plus désordonnée, peut-être à première vue moins entretenue, mais pleine de vie, de mouvement et de diversité. Ce qui se passe ici n'est pas un retour au passé, c'est une expérience, une tentative de confier à un animal un travail que l'humain ne peut ni financer durablement, ni reproduire complètement. Et ce faisant, de reconnaître que la forêt elle-même savait déjà comment réagir. Les bisons arrachent l'écorce, les insectes colonisent le bois mort, la lumière atteint le sol, les graines germent, et une forêt qui s'étouffait lentement sous sa propre densité commence à respirer à nouveau.
Mais les bisons ne sont pas les seuls animaux que l'on réintroduit en Europe pour remodeler les paysages. Dans la prochaine histoire, il sera question d'un autre animal, lui aussi disparu d'un pays entier, et de ce qui s'est produit lorsqu'il est revenu. Si l'on prend un instant pour observer cette image, on comprend à quel point notre vision de la nature est en train de changer. Pendant des décennies, on a cru que l'être humain devait intervenir activement pour entretenir les paysages. Les forêts étaient coupées, ordonnées, planifiées, presque comme des jardins. Mais ce projet montre autre chose. Il montre qu'un écosystème n'a pas forcément besoin de contrôle, mais des bons déclencheurs. Le retour des bisons révèle que de nombreux problèmes des paysages modernes ne viennent pas d'un manque d'intervention, mais de l'absence de certains processus essentiels. Ces processus étaient maintenus pendant des millénaires par de grands animaux. Lorsqu'ils ont disparu, ils ont laissé un vide. Et ce vide n'a jamais été réellement comblé, seulement dissimulé. Ce qui se passe ici, dans le Kent, dépasse largement une simple expérience locale. Cela fait partie d'un mouvement plus large, souvent appelé réensauvagement. L'idée n'est pas de recréer le passé à l'identique, mais de restaurer les fonctions naturelles qui existaient autrefois. Ce qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle l'équilibre commence à changer dès que ces fonctions reviennent. Les bisons n'ont pas de plan, pas d'objectif, aucune idée de ce qu'ils améliorent. Et pourtant, leur comportement produit exactement ce qui manquait à la forêt. Structure, diversité, dynamique. C'est un processus discret mais puissant. En même temps, cet exemple nous oblige à remettre en question nos propres attentes. Qu'est-ce que nous considérons comme beau dans la nature? Une forêt bien rangée, avec un sol uniforme et des arbres alignés, ou un système irrégulier, dynamique, parfois chaotique, mais riche en vie? La réponse n'est pas seulement esthétique, elle est écologique. Car une forêt qui paraît propre peut en réalité être pauvre en espèces. Et une forêt qui semble désordonnée peut être précisément l'endroit où la vie s'épanouit sous toutes ses formes. Les bisons nous montrent que le désordre est souvent un signe de santé. Dans les années à venir, on verra jusqu'où ces changements iront. D'autres espèces reviendront-elles? L'écosystème entier se stabilisera-t-il? Et surtout, notre manière de penser la conservation évoluera-t-elle aussi? Peut-être que la véritable importance de ce projet ne réside pas seulement dans ses résultats écologiques, mais dans la question qu'il pose. Que se passe-t-il si l'on redonne à la nature suffisamment d'espace pour s'organiser elle-même? La forêt du Kent est en train d'y répondre, pas à pas, arbre après arbre, animal après animal.